Alors bonjour Johan. Bonjour. Bonjour Johan Timon. On se tutoie comme ça c'est mieux, Oui, ça va être plus simple. pas de souci. Alors du coup, toi tu es professeur à l'université Toulouse 3, Oui, maître de conférence. entre autres, maître de conférence, et le Carnot Chimie Ballard Sirimat. Donc c'est au sein de ce Carnot et avec, je pense, une équipe derrière, que tu t'es intéressé en fait à l'élaboration de... Alors tu vas nous parler un peu de ce titre qui est compliqué, tu vas peut-être nous le présenter de façon toute simple pour qu'on rentre dans cette présentation. Oui, effectivement, je vais parler de matériaux thermoélectriques donc, qui sont destinés à convertir de la chaleur en électricité. Et donc c'est très intéressant d'un point de vue écologique pour récupérer de la chaleur perdue et la valoriser sous forme d'électricité. Très bien, donc on va s'intéresser à toute la chaleur perdue, quelque part. Une fraction, ouais. Entre autres, d'accord. Et c'est plutôt donc là ici le développement d'une nouvelle route d'élaboration, par une nouvelle voie, parce qu'il faut savoir que ces matériaux sont assez difficiles à confectionner. Et donc ici je présente une nouvelle voie d'élaboration de ces matériaux. Excellent. Avec une technologie, on va le voir plus tard, mais qui a été brevetée. C'est un développement un peu de longue haleine, mais qui aboutit à une formalisation très carrée, très cadrée, quoi. Ouais, actuellement, effectivement. Ouais. Bien. Très bien. Eh bien allons-y, on est parti alors. Donc très bien, donc comme présenté, je suis Johan Timon, donc maître de conférence à l'université Toulouse. Et donc j'ai effectué mes recherches au laboratoire Sirimat. Donc j'ai développé cette recherche ici avec une collaboration avec de nombreuses personnes, notamment Alexia Mortagne, Claude Dersch, Geoffroy Chevalier, Vincent Bellac ici présent et aussi Lionel Presmanès. Et donc le but ici, c'est de développer donc, des matériaux pour la conversion de chaleur en électricité. Donc c'est des matériaux thermoélectriques, c'est de les mettre en forme et afin de récupérer cette chaleur et de la valoriser sous forme d'électricité. Donc quelques mots sur notre institut Chimie Ballard Sirimat, donc qui est localisé à la fois à Toulouse et Montpellier et qui regroupe donc 5 laboratoires, le Sirimat, l'IEM, l'IBM et l'ICGM aussi. Donc les secteurs d'activité sont notamment sur la chimie des matériaux, l'environnement, le développement de l'énergie, et notamment sur des aspects aussi un peu plus particuliers sur la santé, le vivant et autres. Donc il faut savoir que l'Institut Carnot regroupe environ 800 personnes liées à la recherche. Et dans le cas de mon laboratoire qui est donc le laboratoire Sirimat, ici présent à Toulouse, on est environ 200 personnes liées à la recherche. Donc maintenant, je vais présenter donc, ce qu'est effectivement la thermoélectricité et notamment l'intérêt de développer ces matériaux sous forme plus complexe et notamment pour avoir une efficacité meilleure. Puis on viendra sur une première voie d'élaboration qui est une voie de additive manufacturing, c'est additive manufacturing par voie de réaction. Et enfin, une deuxième voie qui est la voie par binder jetting, qui est une voie aussi de fabrication additive différente. Et on verra les points d'intérêt de chacun. Donc qu'est-ce que c'est que la thermoélectricité? Alors c'est plusieurs effets, mais on va se consacrer notamment au premier effet qui est l'effet Seebeck, qui permet de convertir un gradient de température sous forme de tension. Donc on a une tension qui est issue d'un effet qui s'appelle l'effet Seebeck, et c'est celui-ci qui est utilisé pour récupérer la chaleur fatale, et on va pouvoir générer une différence de potentiel, donc de l'électricité. Alors il faut savoir que pour faire ça, donc, on a besoin d'avoir différents matériaux qui sont assemblés sous forme d'un module, comme vous pouvez le voir ici à gauche. Et dans ce module, c'est le regroupement de plein de petites pattes ici, d'un matériau de type N et un matériau de type P. Donc c'est juste des transports en termes de semi-conducteurs. Et donc on a deux types de matériaux qui sont assemblés. Et par leur assemblage ici, si on vient chauffer un côté ici du module thermoélectrique, il y a ici un flux de chaleur qui va passer à travers et ça va générer donc de l'électricité. Alors il faut savoir que pour ces deux matériaux, que ce soit le N ou le P, donc on a besoin d'avoir des propriétés très particulières et qui sont assez antagonistes. C'est-à-dire d'avoir premièrement un coefficient Seebeck important, c'est de générer la différence de tension la plus grande pour une petite variation de température, mais aussi une conductivité électrique la plus grande possible, parce que sinon le module n'est pas aussi performant, ni le matériau. Et enfin, le problème aussi, c'est d'avoir une conductivité thermique la plus faible possible, afin d'avoir le gradient de température. Si on conduit trop, donc, ça veut dire qu'on n'aura pas de différence de température, et ça ne permettra pas ici d'avoir une efficacité importante. Donc ça veut dire que les métaux de base ne sont pas adaptés, puisqu'ils conduisent trop thermiquement, et les coefficients Seebeck sont trop faibles. Et si on a des isolants, on n'a pas la conductivité électrique, et c'est pas bon non plus.
Alors comment on définit la performance d'un matériau? On a un facteur de mérite qui est défini par le rapport ici des coefficients Seebeck, des températures et la conductivité. Bref, il faut savoir qu'on l'appelle le ZT. Et ces ZT, ils sont différents pour différents types de matériaux, que ce soit pour les matériaux de type N ou de type P. Vous voyez différents composants là, composés. Et donc ils ont des secteurs d'application en température qui vont être différents. Alors, le problème ici est principalement lié à leur élaboration. Si vous voyez ici, vous avez toute la démarche d'élaboration juste d'une jambe thermoélectrique qui n'est pas encore abrasée pour faire un module. On part de précurseur, on va mélanger ici pour avoir une poudre, donc un mélange de cette poudre. On va venir chauffer avec une réaction en état solide, obtenir des lingots qu'on va rebroyer. Puis en plus, on va encore rebroyer une deuxième fois pour que ça soit suffisamment fin. Puis après, on va ici friter. Donc frité à 900 degrés, sous charge, et ensuite donc on obtient une pastille ici qui sera découpée. Donc forcément, par cette voie, on va avoir ici les éléments thermoélectriques qu'on appelle leg, pour une nature de matériau, mais on va aussi avoir beaucoup de pertes sous forme de matériaux perdus, puisque les découpes ne sont pas parfaites. Donc on voit que c'est plutôt long, et ça coûte beaucoup d'énergie pour les faire. Donc c'est pas forcément vertueux dans ce sens-là. Alors, quand on voit, on a différents types de challenges pour surmonter tout ça. C'est notamment un problème, c'est de développer justement, d'avoir des matériaux thermoélectriques à moindre coût et de les fabriquer à plus grandes échelles. Donc c'est pour faciliter ce développement ici de la thermoélectricité à plus grande échelle. Donc le problème, c'est qu'il y a plusieurs soucis. Premièrement, effectivement, les matériaux en tant que tels, ils ont du mal à être de plus en plus performants. Bon, il y en a quelques-uns, mais à échelle industrielle, ça devient relativement difficile. Donc on se dit, sur la voie, la nature même du composant, c'est relativement difficile. Après, le coût d'élaboration est trop important. Et aussi, on a une limitation de leur intégration. C'est pas forcément facile, puisqu'on a des géométries qui sont très spécifiques, généralement plates, avec des petits cuboïdes. C'est pas forcément hyper bien adapté pour toute chose. Ensuite, ces matériaux sont généralement très fragiles et donc leur usinage est extrêmement difficile avec beaucoup de casse et beaucoup de pertes. Donc l'idée, c'est comment on peut accroître premièrement l'efficacité de conversion de ces matériaux thermoélectriques via leur géométrie. Est-ce que c'est utile de leur fournir une géométrie particulière pour accroître notamment la conversion? Et ensuite, aussi, c'est de se dire que partant de ces matériaux, je peux augmenter la facilité d'intégration en leur donnant des formes spécifiques. Alors il suffit de voir ici des résultats de simulations qui ont été faites par moi-même au sein du laboratoire, où on voit différentes géométries, et toutes ces formes, tous ces matériaux-là, ont exactement le même volume. Le volume de matière est la même base apportée à une même température, donc ici 400 degrés Celsius. Et comme on peut voir, en fait, via la dissipation thermique due à leur surface développée, on a des gradients qui peuvent être plus ou moins importants. Donc c'est-à-dire qu'on aura des différences de température plus ou moins grandes, ce qui peut générer donc des différences de potentiel qui peuvent être plus ou moins grandes pour les différentes géométries. Donc on voit tout de suite l'intérêt qu'il y a à générer des formes complexes de ces matériaux, mais ça reste très difficile, puisque c'est un challenge, notamment si on utilise juste des techniques d'usinage conventionnelles. Première approche, c'est de se dire la fabrication additive pourrait permettre de faire ces formes complexes. La difficulté de ces matériaux, je vous rappelle, c'est qu'ils doivent être très faiblement conducteurs thermiques. Donc c'est-à-dire que les procédés laser directs, par exemple la direct laser melting sintering, c'est une technique laser de fabrication additive, va amener de l'énergie et elle ne va pas se dissiper, ça va surchauffer, on ne va pas avoir de propagation et on va ici avoir du mal à obtenir le matériau. Donc ça, c'est un problème puisque ces matériaux ne conduisent pas thermiquement. Donc, première chose, c'est qu'on a pu ici faire une première approche. Une toute première approche, c'était de se baser, de se dire, au lieu de faire la fabrication additive du matériau thermoélectrique directement, c'est qu'on va le synthétiser in situ, en utilisant un laser. Et donc ça, c'est une voie qu'on appelle la voie réactive, additive manufacturing, c'est une voie de fabrication additive par réaction. Donc on va partir des précurseurs qui, eux, ont des très bonnes conductivités thermiques, le silicium, le manganèse. On va mélanger donc ces poudres afin d'obtenir ici un mélange de silicium et de manganèse. Donc ça, c'est dans le cas d'un matériau thermoélectrique qui est un silicure, le silicure de manganèse, pardon, et qui, lui, n'a pas de bonne conductivité thermique, mais ces éléments précurseurs ont des bonnes conductivités thermiques. Donc en fait, on s'est amusé donc, à coupler, donc à mélanger donc, ces deux types de composants. En utilisant donc un laser, en insolé donc la surface, on a regardé si on avait pu obtenir ici la nature chimique du matériau, la structure, mais aussi la possibilité de mettre en forme le matériau.
Donc pour ça, on utilise une machine ici 3D System qui permet ici d'insoler couche par couche les lits de poudre. Alors voici le résultat que nous avons eu. On était capable d'avoir donc des feuillets ici de matériaux thermoélectriques, mais il fallait encore savoir effectivement s'il y avait bien la bonne phase. Alors comme on peut voir ici, une analyse structurale a permis de montrer qu'il y avait la bonne phase, qu'on retrouvait la phase ici siliciure de manganèse, et sans avoir ici de manganèse libre ni de silicium libre. Donc ça veut dire qu'on a été capable ici de synthétiser in situ, mais aussi de mettre en forme ici, sous forme de carré, ici, de feuillard en fait, d'ici le matériau donc thermoélectrique. Je ne parle plus ici des précurseurs. Et donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. Également, il était possible ici de le mettre sous différentes formes. Effectivement, ici, on est capable d'avoir des feuillets de forme avec un H. Donc ça suit par exemple le profil ici d'insolation. Ça a été possible. Le problème de cette voie, c'est que on voit que souvent les surfaces restent très rugueuses et en fait on a du mal à faire une fabrication tridimensionnelle. On a du mal à empiler les couches les unes après les autres. Donc ça c'est un peu limitatif parce que ça pourrait être intéressant si on a des facteurs de forme ici avec des échantillons relativement fins, mais si on veut vraiment un massif pour avoir beaucoup de courant, c'est un peu difficile. Donc le but, on s'est quand même creusé la tête à se dire on va changer d'approche, on va trouver une autre solution, notamment pour pallier au problème de la faible conductivité thermique des matériaux thermoélectriques. Alors, c'est l'opportunité d'avoir eu ici une fabrication additive de type binder jetting. Ça a été développé et breveté par le MIT en 1993. Et donc le principe est tout autre parce qu'il n'y a pas d'apport d'énergie dans ce cas-là. Dans ce cas-là, on va édifier un lit couche par couche et on va venir mettre un liant qui va servir à améliorer le contact entre les grains. Et donc on va avoir des préformes qui vont ensuite être fritées. Donc il y a une deuxième étape de fritage. Et il y a un retrait, mais ça veut dire qu'on peut aussi, couche par couche, mettre une géométrie particulière, sans apport d'énergie, donc le problème thermique ne survient pas ici. Et comme vous pouvez le voir ici, donc le liant va venir ici imprégner les grains, et donc les grains de poudre ici initialement, pour avoir une préforme qui sera ensuite fritée. Alors, il y a de nombreux avantages à cette technique. C'est très bien adapté aux céramiques, qui sont généralement difficiles à mettre en forme. Les métaux également, parce que dans certains cas, des métaux n'absorbent pas, donc les systèmes laser ne sont pas toujours très bien adaptés pour ça. Deuxième point, c'est que ça ne consomme pas d'énergie en tant que telle. L'obtention de la préforme n'a pas besoin d'énergie. Autre avantage, il n'y a pas de contrainte mécanique entre les couches, puisqu'il n'y a pas d'apport de chaleur, donc ça veut dire qu'on va avoir une préforme qui a une bonne tenue mécanique normalement, s'il y a un bon lien avec le liant. Ensuite, souvent, comme vous pouvez voir, il y a des effets de taille dans les systèmes où on apporte de la chaleur avec un laser. En fonction de la géométrie, on va évacuer la chaleur de manière différente, et donc on peut avoir des points chauds qui font que on va avoir des modifications de propriétés très locales. Donc ici, il n'y aura pas de gradient de température au moment de l'obtention de la préforme. D'autres avantages aussi liés à plutôt la technique, les pièces fabriquées ne sont pas liées à un plateau, donc il n'y a pas besoin de découpe, on les extrait facilement, et aussi que le procédé il peut être réalisé sous air. Parce qu'il faut savoir que ces matériaux thermoélectriques, à la base, si on les synthétise, comme je n'ai pas dit tout à l'heure, mais si on vient chauffer trop fort sous air, ils viennent s'oxyder et on perd les propriétés thermoélectriques. Et enfin, donc, comme dernier avantage, ça permet de faire des préformes qui sont très peu rugueuses et d'obtenir à la fin aussi des matériaux relativement peu rugueux. Bon, tout n'est pas avantageux dans cette technique, il y a aussi quelques inconvénients. Bien sûr, il faut une post-traitement pour ici venir friter le matériau, parce que sinon il n'a pas les propriétés requises et puis le liant reste intégré dedans et donc on n'aura pas les performances électriques. Souvent aussi, on a des matériaux qui sont peu denses avec beaucoup de porosité. Et donc, on a besoin souvent de faire ce fritage. Et enfin, puisqu'il y a un fritage, faut anticiper aussi les voies de retrait, puisqu'on a une modification, souvent des tailles des éléments. Donc, conclusion, on voit quand même qu'il y a pas mal de points avantageux, et ça veut dire que quand même cette technologie peut soulever certaines problématiques dans le cas des matériaux thermoélectriques comme nous on est confrontés.
Donc je présente un peu la machine qui est disponible ici au laboratoire Cirimat. Elle est ouverte aussi à l'extérieur, hein, bien sûr, hein, elle est ouverte à tout le monde, mais moyennant bien sûr contribution. C'est une machine qu'on peut voir ici? Oui, c'est celle-ci, hein, oui, elle est prise en photo, là, elle est dans les laboratoires donc à Toulouse. Donc c'est une machine qui fait 0,7 litres hein, de volume de production. Hein, donc effectivement, on a aussi une résolution de 30 micromètres par voxel, ce qui est intéressant et permet bien sûr aussi. C'est une machine ouverte qui permet de modifier les propriétés hein, à façon pour justement faire de la recherche sur l'optimisation des paramètres. Donc c'est très intéressant dans ce cas. Donc le principe ici, dans le cas ici d'un siliciure de manganèse, hein, comme on peut faire, c'est que la poudre, il y a un dispenser, donc c'est une trémie ici vibrante avec un tamis au bout qui va venir déposer un lit de poudre. Il y a un rouleau qui va venir écraser donc, cette poudre sur une épaisseur donnée hein, pour qu'elle fasse une épaisseur fixe ou définie hein, en fonction de la taille des grains. Une tête d'impression qui va venir apporter le liant en fonction donc, du pattern souhaité et donc on va empiler ça couche par couche. Hein. Donc on va venir lier ici chaque grain et on va obtenir donc, ce qu'on appelle une préforme, un green en anglais, donc une préforme ici. Alors bien sûr, hein, ça c'est, faut aussi avoir un petit peu d'optimisation de la poudre en amont. Ici je peux vous présenter donc, les poudres utilisées qui ont été utilisées pour l'étude. Donc des poudres généralement avec une morphologie sphérique qui permet d'avoir une bonne coulabilité, une bonne densité de lit et surtout avec une taille ici des particules autour de 25 microns qui permet effectivement d'avoir un bon passage à travers le tamis. Donc ça c'est la poudre utilisée hein, avec une analyse ici en granulométrie, en microscope électronique et en balayage. Et ensuite on voit en diffraction de rayon X ici qu'on a on est parti par contre cette fois-ci directement de la composition du matériau thermoélectrique. Alors ça nous a permis d'avoir ici, vous pouvez voir donc la conception CAO, puis les formes obtenues hein, qui satisfont bien ici les géométries initiales. Donc on suit bien les géométries choisies. Donc il y a un bon respect avec de bonnes cotes, avec environ 70 microns dans le plan et seulement quelques dizaines de microns d'écart ici selon l'axe de construction qui est Z, hein, qui est vertical ici. Alors c'est bien ici, mais ce n'est pas encore les éléments thermoélectriques, puisque là ils sont chargés de liant, donc ils n'ont pas de propriété de conduction, hein, donc ils ne peuvent pas être utilisés tels que. Donc on va utiliser ici un frittage sous charge, et notamment il fallait trouver un peu la nature ici de comment le faire. Donc pour ça on utilise le frittage de type Spark Plasma Sintering, hein, donc on va appliquer une pression, puis on va faire passer un courant qui va venir chauffer ici un moule. Et il faut savoir qu'on va mettre nos préformes dans un lit ici de nitrure de bore qui permet de consolider, de maintenir les contraintes. Donc vous avez les plans de construction comme ça, on va les mettre à l'intérieur ici, il y a le piston qui va appliquer une force dessus. On fait passer du courant dans la matrice qui est tout autour, qui est en carbone. Et à la fin, on va obtenir ici des pièces finales qui sont bien consolidées et beaucoup plus denses. Alors comme vous pouvez voir ici, j'ai mis Alice au pays des merveilles qui s'est déformée. Ben, c'est exactement ça, il faut anticiper la déformation qu'on aura à la fin avec les pièces finales. Donc comme résultat ici, on a une description ici d'un premier élément cuboïde simple en orange et puis d'un élément avec des ailettes de dissipation ici. Vous avez les préformes qui ont environ une densité de 50%, liant retiré bien sûr. Et quand on vient faire le frittage ici, on a des densités qui atteignent facilement 95%, voire 99% dans certains cas. Donc on obtient des très bonnes densités. Ici, on a bien le matériau, on a bien la géométrie, bien sûr. La géométrie est déformée, mais elle suit quand même les profils initiales de forme. Et on compte aussi les variations liées à la déformation. Donc la déformation a fait qu'on a une diminution de la hauteur sur l'axe de pression de 50%. Donc on a énormément ici diminué l'épaisseur de la pièce. Mais c'est quelque chose qui peut s'anticiper. Donc là on a les pièces finales, mais il faut encore vérifier qu'elles ne sont pas poreuses. Donc pour ça on utilisait un matériau de tomographie rayon X hein, sur la préforme. On peut voir ici encore des grains avec des couches. Les couches superposées les unes après les autres. Hein. Et à droite, vous avez ici la même technique qui a été appliquée sur la couche densifiée via le SPS. Alors,
on voit bien que l'épaisseur a diminué, hein, mais aussi on voit également que c'est très dense. Il n'y a pas de porosité visible, hein, tout du moins à l'échelle de résolution du tomographe. Et surtout, il n'y a pas de crack, il n'y a pas de fissure, hein, qui est généralement un gros problème, hein, notamment pour les matériaux céramiques comme ça, thermoélectriques, parce que s'ils sont sollicités, mal sollicités, hein, ils se déforment et il y a des fissures qui apparaissent, et ces fissures nuisent au passage du courant. Donc rappelez-vous, il faut absolument avoir une très bonne conductivité électrique. Alors, jusque-là, on ne sait pas encore, par contre, si on a bien la nature même cristallographique du matériau avec la bonne phase. Pour ça, bien sûr, on a fait utiliser donc, la diffraction de rayons X. On peut voir ici un diagramme de diffraction qui a été réalisé au laboratoire, où on voit ici qu'on a bien les phases Mn15 SI26, soit bien la phase voulue de notre matériau. Hein. C'était MnSI Y, on appelle ça, c'est un silicure de manganèse qui est ici obtenu avec la bonne structure. Donc on a la bonne structure, il y a du silicium en plus, c'est voulu, hein, faut pas l'oublier, c'est qu'on charge un petit peu en silicium pour surtout des besoins liés à diminuer la conductivité thermique, mais on obtient bien ici la bonne phase. Donc il n'y a pas eu de dégradation, alors c'était pas forcément gagné, puisque quand on ajoute un liant, il peut très bien y avoir une réaction entre le liant et le composé. Et si on a une réaction, on peut dégrader ici le matériau, ce qui n'est pas bon. Donc ici, on est plutôt content puisqu'on a à la fois la phase. Il reste un peu de BN, mais c'est du BN en surface, hein, c'est une nitrure de bord, mais bon, il n'est pas dérangeant ici pour l'application. Donc, maintenant, puisqu'on a vraiment des éléments thermoélectriques, on va regarder un petit peu leurs propriétés en termes de thermoélectricité, et notamment surtout sur le transport électrique. Donc pour ça, on peut voir, ça a été fait au laboratoire CRISMAT, hein, qui est aussi dans les instituts Carnot, hein, un autre institut Carnot. C'est une collaboration. Donc on peut voir ici la conductivité électrique, hein, du matériau, donc qui est très bonne. En fait, elle correspond bien à ce qu'on va voir par rapport à la littérature et par rapport aux voies conventionnelles. On a également une coefficient Seebeck, hein, qui montre effectivement qu'on a un semi-conducteur très spécifique, qui est un semi-conducteur dégénéré, qui est vraiment ici le matériau choisi et voulu pour ce type d'application. Donc on a un coefficient Seebeck assez important, une conductivité électrique plutôt bonne, parce que si on avait eu des fissures, on aurait eu des choses beaucoup moins importantes en termes de conductivité électrique, comme vous pouvez voir en haut à gauche. Et donc on peut calculer un power factor, hein, c'est un facteur de puissance, où on corrèle ici la conductivité électrique et le coefficient Seebeck. Et ça nous a permis de comparer ici nos points de mesure à ceux de la littérature. Alors comme vous pouvez voir ici, les points de performance de notre matériau élaboré par cette toute nouvelle voie, ils sont exactement superposés à ce qu'on peut trouver dans la littérature pour la même composition. Donc c'est un peu une première parce qu'on n'a pas eu de dégradation du matériau d'un point de vue fissuration, d'un point de vue composition. Il faut savoir que d'autres ont essayé par exemple des techniques laser directes et ils dégradent le matériau. Le matériau est fortement dégradé avec des conductivités électriques qui ne sont pas très bonnes, beaucoup moins bonnes, voire d'un facteur 5 à 10 fois plus faible. Et souvent même le coefficient Seebeck est moins bon parce que il y a des dégradations, il y a des fissurations, il y a aussi la phase, elle n'est pas conservée, elle peut être dégradée, et donc ici, nous, c'est pas notre cas. Donc on a ici des meilleurs résultats que ce qu'on peut avoir par des voies en laser direct, ou même sur les processus de type jet d'encre, qui sont un petit peu différents, où on va venir faire une encre avec le matériau qu'on va venir couler dessus. Souvent, c'est des procédés qui ne permettent pas d'atteindre des densifications suffisamment grandes. Donc nous, la voie de coupler à la fois le binder jetting avec cette technique de frittage Spark Plasma Sintering nous permet d'avoir les bonnes densités, donc les bonnes propriétés thermoélectriques. Alors, on va quand même voir s'il y a un intérêt de faire des formes complexes ici, parce que, comme je vous avais dit tout au début, c'était basé sur des simulations, de se dire, ces simulations montrent qu'il y a des points d'intérêt à avoir des formes complexes pour la dissipation thermique. Alors ici, j'ai relancé des simulations thermiques et électriques, donc thermoélectriques, dans le cas de la géométrie ici développée. Et comme on peut voir, ici on a des gradients de température qui vont être différents pour la forme avec des ailettes. Alors on peut se dire, est-ce que ça satisfait bien ce qui a été fait expérimentalement? C'était dur de le faire expérimentalement, puisque jusque-là il y avait très peu de personnes qui pouvaient avoir des formes complexes facilement, sans usinage, tout du moins. Des formes de ce type de géométrie. Et ici, par cette analyse, basée sur une plaque chauffante homogène en température à 74 degrés, en ayant donc bien fixé ces échantillons ici à cette base qui ont la même surface, on peut voir que la température de surface elle est différente.
la température ou l'extrémité ici du composant thermoélectrique ici, elle respecte bien les simulations, elle est dans le même ordre de grandeur, à il y a un petit peu d'erreur près, mais ça va. Oui. Il nous reste 5 minutes, hein, je ne sais pas jusqu'où on est. Et donc on peut voir effectivement l'avantage en termes de courant, enfin, en termes de tension qui est augmenté, hein, effectivement. Donc on a un gain de tension dans ce cas-là. Donc ça a permis ici de produire un article dans Acta Materia, qui est un journal ici assez réputé dans le domaine des matériaux, et aussi de breveter. Hein, il y a un brevet en cours avec ce numéro de brevet. Donc les points d'intérêt sont le concept, la preuve de concept a été démontrée. Hein. Cette technique permet ici de mettre en forme ici un matériau en couplant effectivement binder jetting et frittage SPS. Hein, et on obtient ici des propriétés qui sont analogues à ce qu'on peut avoir par une voie longue de synthèse, mais en plus en ajoutant la possibilité de mettre en forme le matériau avec des gains ici sur les rendements de conversion. Donc ça peut probablement être utilisé pour d'autres types de matériaux. On ne l'a pas encore trop fait, mais c'est quelque chose qu'on va faire. Et donc on va continuer ces études pour bien contrôler ici le changement de taille ici des dispositifs et d'optimiser donc ce process encore pour avoir les meilleures performances. Et enfin monter directement des modules. Hein. Là, il y a eu un premier exemple ici d'un module thermométrique PN réalisé avec des jambes ici, enfin des petites thermoéléments qui ont été faits par Fabrication Unity, et qui a pu être mesuré en termes de puissance avec une application de température à 130 degrés. Donc on voit que c'est fonctionnel, ça fonctionne bien, bon, ça reste à optimiser. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et merci à vous. Bien, ben, excellent, vous et du coup, les applications actuellement, on a la machine qui est opérationnelle, c'est quoi les perspectives pour les prochaines étapes, on va dire? Alors, les prochaines étapes, c'est effectivement de l'optimisation, pas mal d'optimisation pour améliorer encore les performances, tester d'autres géométries, parce que toutes les géométries n'ont pas encore été testées, comme vous pouvez le voir par rapport à ce qu'on avait fait en simulation initialement. Donc ça, il y a encore du travail là-dessus à faire. Et bien sûr, on va élargir à la nature des matériaux, parce que le matériau que je vous ai présenté, là, les siliciures, est pour une fonctionnalité autour de 300 degrés. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des fonctionnalités, hein, l'application thermométrique, mais à plus basse température, par exemple pour des choses qui sont autour d'une centaine de degrés, d'accord, comme le tellure de bismuth, hein, avec un bon fonctionnement autour de 80 degrés, 90 degrés. Parce que c'est un vrai sujet quand même, le transport de l'énergie aujourd'hui, c'est un des grands sujets pour tout ce qui est aujourd'hui, même industrie, société, ça va être un secteur clé demain. Oui, c'est de récupérer, minimiser ses pertes. Il faut savoir qu'il y a quand même une très grande fraction, surtout à l'échelle industrielle, de chaleur perdue qui peut être récupérée dans ce cas-là. Et c'est dommage parce que en fait, on pourrait alimenter d'autres dispositifs électroniques moins gourmands. Et au lieu d'utiliser ceux de la production directement, imaginez que vous avez une briqueterie ou des fours, hein, qui sont assez hauts en température, mais il y a toujours ici la possibilité de récupérer une fraction de cette chaleur et de la valoriser. Hein. C'est la récupération de chaleur, valorisation de cette chaleur fatale. Ok, question? Oui. Merci beaucoup. S'il y a un brevet, c'est qu'il y a une volonté d'exploitation commerciale. Est-ce que le brevet, vous l'avez déposé directement avec une entreprise ou parce que vous êtes enseignant-chercheur, donc vous n'allez pas le commercialiser vous-même? Non, oui. Comment les choses sont envisagées pour l'instant? Alors, faut savoir que la brevetisation en fait, hein, des recherches se fait par ce qu'on appelle une SAT. Donc c'est un organisme ici qui est lié à l'université et qui fait la liaison entre les universitaires et des potentiels industriels intéressés. Et donc souvent effectivement on est en relation, moi je suis avec quelques relations avec quelques industriels qui sont intéressés par cette voie déjà. Et bon c'est encore ouvert, hein, c'est balbutiement du coup. Et effectivement c'est elle qui s'occupe de ça. Et ça peut être dans certains cas effectivement aussi repris par l'université elle-même. Elle peut être propriétaire d'un brevet, tout du moins le maintenir financièrement jusqu'à temps d'avoir trouvé un intérêt pour tel ou tel industriel. Ok, donc c'est ouvert à suivre alors du coup. Merci. Merci Johan pour cette présentation et puis on enchaîne là dans 2 minutes avec une autre présentation.